Donc, nouvelle vidéo sur le chapitre 3 concernant la mondialisation. Donc on va continuer dans la partie grand 2, finalement la place des firmes multinationales dans la mondialisation. On a vu donc le grand A, les stratégies des firmes multinationales, et maintenant on va voir le grand B, quelles sont finalement les stratégies des pays pour attirer les firmes multinationales, et ça répond à votre item 3 du programme, comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays, c'est-à-dire son aptitude à exporter. Voilà, donc on va essayer de décoder ça en partant de de la notion de compétitivité, notamment de la compétitivité des entreprises. Ensuite, on va passer sur l'idée de compétitivité des pays, et puis on ouvrira le sujet, et normalement, vous aurez tout ce qu'il faut. Alors, on va prendre le document 11 que vous avez dans votre dossier documentaire, compétitivité prix et compétitivité hors prix. Alors, on va déjà commencer par la définition de la compétitivité. C'est celle que vous avez au-dessus dans le document, qui est en rouge ici, hein. La compétitivité, c'est la capacité d'une entreprise à faire face à la concurrence, soit en utilisant des prix faibles, ou soit en utilisant de la différenciation de produits, terme que vous avez vu en première quand vous avez vu les différentes structures de marché. Et cette différenciation de produits va passer par l'innovation, la qualité, l'image, etc. Donc on ne va pas jouer en fait sur des prix faibles, mais sur un produit de haute qualité. L'exemple le plus simple pour illustrer cette notion de compétitivité qu'on va appeler hors prix, c'est Apple, hein, par exemple. Voilà. L'iPhone 12, par exemple, prix totalement exorbitant, et pourtant, c'est un produit qui va se vendre très très bien à l'échelle internationale. Donc, deux types de compétitivité dans ce doc 11, hein, la compétitivité prix. Donc l'objectif, hein, c'est de conquérir des parts de marché en ayant des prix faibles. Il y a différents moyens d'obtenir cette compétitivité prix. On peut réduire les coûts en utilisant une main-d'œuvre pas chère, donc le fameux dumping social. On peut augmenter la productivité. Et donc là, au contraire, on va plutôt chercher à utiliser une main-d'œuvre très qualifiée, donc très efficace. On reviendra sur ces liens entre productivité et compétitivité après. On peut aussi avoir des entreprises qui vont accepter de réduire leurs profits, finalement. Donc on baisse les prix, ça va se traduire par une réduction temporaire des profits, puis ensuite on va gagner des parts de marché, et puis on va reconstruire comme ça ces profits. Euh, Et puis, ça peut être aussi une progression des prix en fait volontairement inférieurs à ses concurrents pour maintenir toujours en fait un petit avantage en termes de prix pour comment dire, gagner toujours plus de parts de marché. En lien avec cette compétitivité prix, il y a aussi bien évidemment la stratégie d'économie d'échelle, hein. Je vous rappelle que les économies d'échelle, hein, c'est quand on va répartir les coûts fixes sur des quantités produites toujours plus importantes. Il y a une entreprise que j'aime bien citer pour illustrer ça, ce lien entre compétitivité prix et puis économie d'échelle, c'est Lidl. Lidl, en fait, a une stratégie, c'est un besoin, un bien. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un yaourt à la fraise, il y aura un yaourt à la fraise, mais il n'y aura pas différents types de yaourt à la fraise, il n'y en aura qu'un, hein, un besoin, un bien, ce qui permet à Lidl en fait de commander en très très grande quantité auprès de ses fournisseurs, et donc de réaliser des économies d'échelle, et comme ça de proposer aux consommateurs des prix faibles. Donc, ce qui veut dire que quand on joue sur cette stratégie d'économie d'échelle, hein, on baisse pas les prix parce que les produits sont de faible qualité, mais uniquement parce que on en commande en très très grande quantité. Voilà. Deuxième type de compétitivité, c'est ce qu'on appelle la compétitivité structurelle ou hors prix. Alors moi, je préfère le terme compétitivité hors prix, hein, d'accord. On va donc jouer, hein, c'est ce que je disais précédemment, sur la qualité des produits, sur l'innovation, sur l'image de marque, ou sur les services, sur la qualité des services après-vente. Alors, pour l'illustrer avec un exemple parmi tant d'autres, hein, si vous prenez Orange par rapport à Free, Orange est plus cher que Free, mais Orange a beaucoup plus de points de vente physiques que Free. Donc forcément, ça coûte plus cher. Et puis, Orange a un service après-vente d'une meilleure qualité que Free. Donc tout ça, ça a bien évidemment un coût. Et donc Orange va essayer de se distinguer de Free, non pas par les prix, mais par la qualité du service proposé par l'entreprise. Voilà. Donc voilà pour comment dire, la distinction entre la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Ce qui nous amène à ce document, le document 12,
sur la compétitivité des entreprises, mais aussi celle des nations. Et finalement, on va essayer d'établir le lien entre la compétitivité des entreprises en lien avec la compétitivité des États. Donc, déjà, hein, ce qu'il faut comprendre, donc après lecture de ce document-là, encore une fois, c'est que la compétitivité des entreprises, elle va s'établir par rapport à la capacité d'une entreprise, soit à proposer des prix plus faibles que les concurrents, soit à proposer, encore une fois, un meilleur service, plus d'innovation que les concurrents. Pour les nations, en fait, pour les entreprises, enfin pour les États, pardon, la compétitivité, elle peut être, comment dire, évaluée par rapport à la capacité d'exportation d'un pays. Autrement dit, un pays qui a une balance commerciale excédentaire, alors je vous rappelle que la balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays exporte plus qu'il importe, il a une balance commerciale excédentaire. Si un pays importe plus qu'il exporte, alors sa balance commerciale sera déficitaire. Et donc on pourrait partir du principe que lorsqu'un pays exporte plus qu'il importe, ça signifie que le pays en fait est tout simplement compétitif parce qu'en fait il a les structures qui vont permettre aux entreprises de gagner en compétitivité et donc les entreprises seront capables d'exporter massivement. Alors on va prendre un exemple pour cette idée que la compétitivité des nations, des pays, finalement, dépend de ses capacités à exporter. Si on prend l'Allemagne, l'Allemagne en 2018 avait un excédent commercial de 6,16% par rapport à son produit intérieur brut. D'accord. Donc vous prenez le produit intérieur brut de l'Allemagne en 2018, vous prenez à peu près 6% de ce produit intérieur brut et ça vous donne finalement l'excédent commercial euh, en milliards d'euros de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne exporte beaucoup plus par rapport à ce que le pays importe. En revanche, la France, sur la même année, avait une balance commerciale déficitaire correspondant à moins 0,77% de son PIB. Donc, conclusion de l'histoire, l'Allemagne serait un pays plus compétitif que la France. On va le voir notamment par rapport à la notion de productivité qu'on va mettre en lien avec le coût du travail. Et en fait, on va se rendre compte que l'Allemagne a un coût du travail, comment dire, plus faible finalement qu'en France. Et on va essayer de voir pourquoi après. D'accord. Maintenant, si vous voulez, réduire la compétitivité des États à la capacité à exporter, comment dire, c'est critiquable dans le sens où on peut considérer qu'un pays est compétitif par rapport à sa capacité à importer des investissements directs à l'étranger. Et c'est des choses que nous avions vues dans le premier chapitre concernant la croissance. Si on regarde le classement des pays importateurs d'investissements directs à l'étranger, en 2017, la France était classée 5e. Donc oui, la France, en effet, importe plus qu'elle exporte, mais en même temps, la France est un pays attractif, puisque la France attire les investissements directs à l'étranger. Donc on ne peut pas résumer, en fait, hein, euh, comment dire, la compétitivité d'un pays à sa simple capacité à exporter. D'accord. Alors, on retombe ici hein, sur une petite carte montrant les investissements directs à l'étranger en 2016, chose qu'on avait déjà vu ensemble dans le chapitre 1, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais on comprend bien que les pays qui vont apporter le plus d'investissements directs à l'étranger, ce sont les pays les plus développés, les plus avancés, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait un pays est compétitif et attractif quand il y a une stabilité institutionnelle, quand il y a une stabilité politique. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où les firmes multinationales savent, par exemple, que l'inflation sera maintenue à 2% sur le long terme, quand les entreprises savent que le pays est une démocratie avec une forme de stabilité politique, il n'y a pas de conflit armé ou autre à l'intérieur du pays, ben, ça leur donne confiance en fait. Si les firmes ont confiance, ça leur permet aussi accessoirement
d'anticiper la rentabilité de leurs investissements. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. Et puis ensuite, on va voir le rôle à nouveau, et ça fera écho aux théories de la croissance endogène, le rôle des infrastructures, de la recherche-développement, et puis de l'investissement en capital humain des pays pour justement accroître leur compétitivité et attirer les firmes multinationales. Alors, petit rappel quand même, qu'est-ce qu'un investissement direct à l'étranger? C'est tout simplement un investissement direct à l'étranger, hein. Il y a deux possibilités, soit une firme multinationale va implanter une unité de production dans un pays, donc ça, finalement, ça correspond à un investissement direct à l'étranger, donc quand il y a des localisations, il y a IDE, ou alors quand une firme multinationale prend au moins 10% du capital d'une entreprise étrangère. On retombe ici sur la notion de filiale, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où une firme multinationale crée une filiale à l'étranger, il y a investissement direct à l'étranger. Il ne faut pas confondre l'IDE, petit rappel, avec l'investissement de portefeuille. L'investissement de portefeuille, c'est lorsque une entreprise va prendre moins de 10% du capital d'une entreprise étrangère. Voilà, c'était juste un petit rappel. Alors, pour le coup, par rapport à ce que j'expliquais, je vais revenir sur ce schéma-là, pour le coup, qui me semble est assez important. Alors déjà, le lien entre productivité et compétitivité, il est relativement simple à comprendre, hein. La productivité, c'est l'efficacité à produire des biens et des services. De ce fait, lorsque des entreprises sont très productives ou sont plus productives que les concurrents, eh ben, elles vont mettre moins de temps pour produire la même chose. Donc de ce fait, ça va se traduire par baisse des coûts de production, euh, ensuite baisse des prix, et donc une plus forte compétitivité prix. Les entreprises vont prendre des parts de marché et donc vont exporter davantage. Voilà. Donc il y a bien évidemment un lien entre l'efficacité à produire euh, et la notion même de compétitivité. Alors maintenant, comme je l'ai dit précédemment, la compétitivité, euh, elle ne dépend pas que, comment dire, que de la productivité. En fait, si vous voulez, je vais vous le dire autrement. La productivité va avoir un effet sur la compétitivité, mais la compétitivité va aussi avoir un effet sur la productivité. En gros, on va être dans un processus endogène qui est assez bien représenté dans ce schéma-là. Encore une fois, quand vous avez un pays qui est compétitif, hein, d'accord, vous avez, parce que notamment la main-d'œuvre du pays est efficace, est productive, hein. Donc le pays va attirer les firmes multinationales, ce qui va créer des emplois, ce qui va créer de la richesse, ce qui va créer de la croissance. Cette croissance va permettre tout simplement d'obtenir des recettes supplémentaires. Ces recettes vont être à nouveau, enfin, vont être investies dans la recherche-développement, dans le capital humain, dans les infrastructures, les trois théorie de la croissance endogène que je ne vais pas redévelopper ici. Bien évidemment, les investissements en recherche-développement, en capital humain et en infrastructure, ça permet d'accroître la productivité, ce qui va rendre à nouveau les entreprises présentes sur le territoire plus compétitives, plus d'attractivité internationale, plus d'IDE, plus de croissance, plus d'investissement, et donc on a un véritable processus endogène. C'est-à-dire que, en fait, je vais le dire de manière un petit peu schématique, mais la compétitivité des entreprises va dépendre également de la compétitivité des nations. Et les nations vont avoir besoin d'être attractives, donc compétitives, parce que les firmes multinationales créent des emplois, créent de la croissance. Voilà. Et plus on a de firmes multinationales sur son territoire, plus on va pouvoir développer son efficacité, sa productivité, sa compétitivité. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut concevoir les choses. Alors, il y a une vraie question à se poser par rapport à ça, euh, sur cette idée. Finalement, les nations vont être en concurrence. Les pays vont être en concurrence pour attirer ces fameuses firmes multinationales. Et là, j'y répondrai pas, hein, c'est la question que je vais poser. C'est vraiment une question voilà, qui mériterait beaucoup de réflexion. Mais est-ce que cette compétition permanente entre les États pour attirer les firmes multinationales, est-ce que ça ne limite pas finalement la démocratie? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les firmes vont aller s'implanter là où la fiscalité est faible, là où la main-d'œuvre est moins chère, là où les normes environnementales
sont moins strictes, etc. Et donc, bah, finalement, en gros, les pays sont, on pourrait le voir comme ça, hein, en conditionnel, on pourrait penser que les pays sont obligés, en fait, il y a pas d'alternative possible. C'est-à-dire que les pays vont être contraints d'essayer de diminuer leur fiscalité, de diminuer les normes environnementales, de réduire autant que possible le coût du travail pour attirer les firmes multinationales, parce que ces firmes multinationales créent de l'emploi et donc créent de la richesse. Vous voyez, comment dire, c'est vraiment intéressant parce que ça signifie une chose, c'est que pour attirer les FMN, il faut que l'État, en fait, soit le moins présent possible dans l'économie. À partir du moment où on est obligé de proposer une fiscalité faible pour maintenir les firmes multinationales dans son pays, ou des investisseurs, hein, ça signifie que l'État a moins de recettes et donc que l'État peut moins intervenir euh, dans l'activité économique. Et donc finalement, il n'y aurait pas d'alternative. On est obligé de mettre en place ce qu'on pourrait appeler de manière un petit peu simpliste des politiques libérales, en tout cas d'inspiration néoclassique. Voilà. Donc c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, mais ce sont des, voilà, c'est une ouverture possible par rapport à un sujet euh, sur cette question-là. Alors, pour revenir vraiment sur le sujet en question, euh, on va utiliser le document 13 qui va finaliser ce point finalement et qui va nous permettre de comprendre pourquoi finalement l'Allemagne a des capacités à exporter plus élevées que la France. Et encore une fois, on va essayer de comprendre pourquoi l'Allemagne serait un pays plus compétitif que la France. Alors regardez, c'est assez intéressant, donc c'est l'évolution des salaires et de la productivité en France et en Allemagne avec des indices, hein, base 100 en 2000 jusqu'en 2018. Donc en gros, si vous voulez, en France, hein, le salaire réel a augmenté sur la période 2000-2018 de 15% hein, à peu près, alors que comment dire, la productivité en France a augmenté seulement de 11-12%. D'accord. Donc il y a un écart de 3 points de pourcentage, ce qui signifie qu'en fait les salaires réels ont augmenté plus vite que la productivité. Ce qui signifie une chose simple, c'est que le coût du travail a augmenté en France. Voilà. Le coût du travail a augmenté en France entre 2000 et 2018. Or, si vous prenez l'Allemagne, bah, c'est tout le contraire. L'Allemagne a vu sa productivité augmenter de 10% sur cette période, alors que dans le même temps, les salaires réels n'ont augmenté que d'environ 6%, soit une différence de 4 points de pourcentage. Conclusion de l'histoire, le coût du travail en Allemagne a diminué, le coût du travail en France a augmenté, donc la compétitivité de l'Allemagne a augmenté par rapport à la France, si, encore une fois, hein, si on résume la compétitivité à la capacité d'un pays à proposer finalement un coût de la main-d'œuvre plus faible pour que les entreprises qui s'installent sur ce territoire soient plus compétitives en termes de prix. Hein, d'accord. Encore une fois, c'est une vision possible de la compétitivité, comme je l'ai dit précédemment. On ne peut pas résumer la compétitivité simplement à la compétitivité prix, il y a aussi de la compétitivité hors prix, et n'oubliez pas que la France est un pays attractif en termes d'investissement direct à l'étranger, ce qui signifie qu'il y a d'autres éléments que la compétitivité prix dans le choix de localisation des firmes multinationales. Voilà. Et donc, ici, on retrouve ce que j'expliquais précédemment. Euh, voilà. Et juste pour terminer ce point, hein, donc tout ça, il faut le nuancer, parce qu'un coût du travail élevé, hein, d'accord, ne signifie pas forcément une baisse de la compétitivité d'un pays, tout simplement parce qu'un coût du travail élevé, ça veut dire aussi une main-d'œuvre qualifiée, capable d'innover, capable de productivité. Et accessoirement, un coût du travail élevé, ça signifie aussi que les ménages ont des revenus, comment dire, ou en tout cas des niveaux de vie intéressants, ce qui signifie que les ménages sont capables de consommer. Et n'oubliez pas qu'une des stratégies de localisation des firmes, c'est justement le consommateur. Et donc, une des raisons qui
pourrait motiver une entreprise à s'installer dans un pays? C'est tout simplement parce que les consommateurs sont capables d'acheter les produits, hein. Voilà. Bien, donc j'ai fini ce point-là. Ce qu'il faut retenir, hein, finalement, c'est que, les firmes multinationales ont des stratégies, de localisation. Elles vont chercher donc, à utiliser, les avantages comparatifs, à adopter des stratégies de délocalisation, des stratégies d'externalisation ou à se rapprocher, des consommateurs. Mais les pays aussi ont des, stratégies, à adopter, pour pouvoir attirer les firmes multinationales, et les pays en fait se doivent d'être, compétitifs. Ça passe notamment par des infrastructures de qualité, des capacités, de recherche et développement, élevées, une main-d'œuvre, très qualifiée, ce qui nécessite des investissements dans le système éducatif, importants. Hem C'est aussi une stabilité institutionnelle. Reprendre ce qu'on avait dit sur les institutions chez Dany Rodrik dans le chapitre 1. Et puis, c'est aussi l'importance de la stabilité politique pour attirer les firmes multinationales. Voilà.